Passion MLB, le podcast, épisode numéro 29. Charles-Alexis Brisebois à l'animation. Content de vous retrouver encore une fois cette semaine pour ceux qui nous écoutent en live les jeudis soirs sur Facebook, sur X et sur YouTube. Et pour ceux qui nous écoutent en version podcast plus habituelle. Et ceux qui sont par vidéo remarqueront, même avant qu'il ait prononcé son premier mot du podcast, que le collègue Sébastien Berroir est encore là. Sébastien, comment vas-tu? Ça va très bien, toi-même. Ça va bien. La fin de saison approche, le mois d'octobre approche. Je suis un homme heureux et c'est pas à cause des lattés à la citrouille, c'est évidemment parce que le baseball s'en vient. J'espère que c'est pas les lattés à la citrouille. Non, malheureusement. Écoute, je te lance une balle courbe. Tu l'as pas vu venir du tout parce que ça n'a pas rapport avec le baseball. Je veux te lancer notre thème d'émission qui commence et qui termine par Linkin Park. Je sais que tu es un grand fan de Linkin Park. Sébastien, que penses-tu du Linkin Park 2.0? J'en pense plein de choses. Je suis pas encore tout à fait. Mon idée n'est pas complètement faite. Je pense que s'ils font du nouveau stock avec la nouvelle chanteuse, Émilie, ça risque d'être bon. Si on essaie de un petit peu retravailler le passé, il va toujours avoir la comparaison. Puis, on en a eu quelques exemples la semaine dernière. Quand la chanteuse essaie de crier, c'est pas nécessairement la même chose qu'avec Chester Bennington. Donc, je pense que le nouveau stock qui va sortir de Linkin Park, ça va être bon. La première chanson qui est sortie, ça sonne Linkin Park. C'est ça. Il faut aller de l'avant et arrêter de regarder dans le passé, selon moi. Mais tous les goûts sont dans la nature. Là. Fait qu'es-tu en train de nous dire que The Emptiness Machine va devenir la nouvelle chanson du début puis de la fin du podcast? Ah, ça, ça on sait jamais. Ou une future chanson, on le sait pas. Ah, ça se peut. On pourrait avoir plein de chansons en rotation comme ça. Oui, ouais. C'est beaucoup de travail, mais pourquoi pas? C'est ça. Fait que pour ceux qui aiment beaucoup Linkin Park, c'est malheureusement la fin de l'addiction à ce niveau-là parce qu'on est quand même Passion MLB, le podcast. On n'est pas Passion Linkin Park. Donc, Sébastien, sur ce, allons-y donc avec le baseball pour vrai. Commençons avec le bloc sur les Blue Jays. OK, Blue Jays, let's play baseball. Depuis quand Bowden Francis est rendu bon? Je sais pas. C'est fou, hein? Tu sais, je me souviens au début du camp d'entraînement ou au milieu du camp, Chris Bassett avait dit, en parlant de lui et de Ricky Tiedemann, il n'y a personne qui serait étonné à Toronto si ces deux gars-là devenaient des lanceurs numéro 1. Puis j'avais trouvé ça bien drôle. Parce que Tiedemann, on le savait qu'il avait ce potentiel-là, évidemment. On sait c'est quoi le problème dans son cas, c'est les blessures, ça le sera toujours. Parce que le potentiel est définitivement là. Bowden Francis, on avait beau entendre des bons commentaires, on avait beau entendre un gars comme Keegan Matheson vanter ses mérites, chanter ses louanges, c'est quand même bien un gars qui a été DFA il y a une couple d'années, puis qui était le voici dans la transaction de Roddy Tellez avec les Brewers de Milwaukee. Tu vas chercher un releveur, puis by the way, je vais te donner un lanceur. Et ces lanceurs-là étaient Bowden Francis. Finalement, connaît un excellent camp d'entraînement, connaît un très vilain début de saison. On le sort de la rotation, on l'envoie sur la liste des blessés, on l'envoie dans le 3. Il a tout fait là, dans les rôles cette année. Et là, Yossi Kikuchi est échangé. On se dit, on va donner une deuxième chance à Bowden Francis, voir ce qu'il y a dans le corps. Et depuis ce temps-là, bonne décision de la ramener dans la rotation quand même. Une des rares bonnes décisions des Blue Jays cette saison. Il faut leur donner. On n'a pas le choix. Mais je ne sais pas que ça a été quoi le déclic parce que c'est dur à expliquer. Là, il fait presque 2 matchs en point de coup sûr en quelques semaines. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Taylor Ward, après la première rencontre où il a perdu son match en point de coup sûr en 9e manche. J'avais dit qu'il n'y avait rien de spécial, qui était frappable. Mais c'est vrai parce qu'il se fait frapper. Les balles sont en jeu. Dans le dernier match, il y a seulement un retrait au bâton. Donc, c'est pas, il n'est pas en train de déjouer les frappeurs. Les frappeurs mettent la balle en jeu. Mais la balle va dans les mains des voltigeurs ou des joueurs à l'avant-champ. On fait les jeux. Donc, est-ce que ça va durer? Si les balles sont toujours en jeu, j'ai l'impression qu'ils vont finir par tomber puis faire mal à Francis comme en début de saison. Ouais. Mais pour le moment, il semble avoir trouvé la recette pour garder la balle en jeu et avoir les retraits. Tu sais, il y a les deux côtés de la médaille parce que tu peux te dire, écoute, il a amené 2 matchs sans point ni coup sûr en 9e manche en l'espace de 18 jours. C'est excellent, puis ça l'est. Mais d'un autre côté, tu as raison. Puis tu sais,
on peut dire aussi, ben, regarde, sa vélocité est un petit peu à la baisse lors de son départ cette semaine. Malgré tout, il a trouvé une façon de se démarquer. Mais d'un autre côté, à un moment donné, tu le sais comme moi, la loi de la moyenne va te ramener. Là. Tu peux pas. Il a été un peu chanceux dans son départ. Je sais qu'on fait sa propre chance, mais il a quand même été un peu chanceux. Ceci dit, tu le sais comme moi, tu ne peux pas être chanceux éternellement. À un moment donné, si tu continues comme ça, ben, à un moment donné, la loi de la moyenne va te rattraper. Fait il y a peut-être de ça aussi, mais pour l'instant, force est d'admettre que pour un gars à qui on a dit prends les 2 derniers mois de la saison comme une audition pour le camp d'entraînement 2025, puis tu as mérité une place dans cette rotation-là, il a compris le message. Je pense que oui, je pense que oui. On ne peut pas y en demander plus présentement. Là, il répond aux attentes. Puis comme tu l'as mentionné, le baseball, c'est un sport de statistiques, c'est un sport justement de loi de la moyenne. La moyenne va te rattraper. C'est partout. Pour les lanceurs, c'est la moyenne. Pour les frappeurs, c'est la moyenne. Ça va finir par te rattraper, mais pour l'instant, ça fonctionne. Puis s'il réussit, tout en accordant des balles en jeu, s'il réussit à augmenter son taux de retrait au bâton, bien là, c'est là que ça pourrait devenir dangereux pour la saison prochaine. S'il commence de cette façon-là au camp d'entraînement, bien, il va donner le ton parce que cette année, ce n'était pas un début de saison, un bon début de saison. Ça allait mal. Donc là, on était dans un engrenage, on n'était pas capable de s'en sortir. Ouais. Mais s'il commence de la bonne façon, bien, il va pouvoir construire sa confiance qu'il a déjà commencé à construire en fin de saison en 2024. On a un commentaire très pertinent ici de Jean-Michel qui nous en envoie souvent durant les podcasts. Merci d'ailleurs pour ça, Jean-Michel. Qui nous mentionne son début de saison pour Francis. Jansen était blessé, c'était Kirk qui était derrière le marbre et maintenant c'est Brian Serven. C'est un excellent constat. Tu sais, le receveur dont le travail est d'abord de servir la cause des lanceurs, ça paraît avec un gars comme Alejandro Kirk qui a une qualité, c'est de bien framer les balles. C'est à peu près tout. Brian Serven est vraiment pas un gars qui s'enligne sur une trajectoire de joueur vedette, mais défensivement, à titre de receveur, il est capable de faire cette job-là puis d'amener son lanceur au prochain niveau. Donc, il faut y donner ça quand même à Brian Serven. En fait, est-ce qu'il faut donner ça à Serven ou il faut l'enlever à Kirk? Moi, je pense qu'il faut plus l'enlever à Kirk. Ben, un peu des deux parce que Serven, il fait le travail. Il ne faut pas lui enlever le travail qu'il fait comme receveur défensif qui dirige les lanceurs. C'est juste que Kirk ne le fait pas. Ce n'est pas un bon receveur pour diriger les lanceurs. Ce n'est pas un bon receveur pour retirer les coureurs en tentative de vol. Tout ce qu'il fait, comme tu l'as mentionné, c'est de bien encadrer les lancers. Mais il y a des lanceurs qui veulent avoir le receveur presque attitré à chacun de leurs départs. Est-ce que ça va être le cas pour Bowden Francis? Peut-être que ça ne sera pas un receveur attitré, ça va juste être le fait que ça ne sera jamais Kirk avec lui. C'est ça. En même temps, peut-être qu'il va falloir qu'il apprenne à travailler avec Kirk parce que Kirk, c'est le numéro 1, jusqu'à preuve du contraire. Fait que ça se peut qu'une fois de temps en temps, il ne soit pas obligé de le. Mais je comprends que tu peux avoir évidemment plus d'affinité avec un receveur en particulier, surtout un receveur dont la spécialité est de jouer défensivement. Ben, le problème, c'est justement que Kirk est le numéro 1. Il faudrait que l'état-major des Blue Jays comprenne que ça ne fonctionnera pas de cette façon-là. Si on veut gagner dès l'an prochain, Kirk ne peut pas être ton receveur numéro 1. Dans un monde idéal, ça prend un receveur numéro 1. Dans un monde correct, ça prend un receveur 1B. Puis dans un monde pas du tout idéal, Brian Serven commence la prochaine année. Ouais, non, il ne faudrait pas que ce soit ça, là, mais il ne faudrait pas que ce soit Kirk qui la commence non plus. Non, c'est ça. Je veux qu'on parle un petit peu de Beau Bichette. Beau Bichette qui est sur le chemin du retour. Là, il reste quoi? Il reste 15, 16, 17, 18 saisons. Saison, quand même. Ça va être une bonne carrière. Peut-être qu'il reste 18 saisons. Il reste aux Blue Jays 15, 16, 17 ou 18 matchs pour toutes les équipes du baseball majeur. Donc, si Beau Bichette revient, c'est vraiment pour se tremper les pieds, pour voir s'il est en mesure de revenir à un bon niveau pour se préparer pour sa saison morte, aussi mentalement. Il a parlé récemment parce que dans les derniers mois, on se demandait en début d'année, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Guerrero, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Bichette, deux gars qui étaient un peu sur un pied d'égalité. Et là, depuis quelques mois, il n'y a plus de pied d'égalité. Là. Guerrero Junior a répété moult et moult fois qu'il voulait rester. Il a offert des performances de feu. Pendant ce temps-là, Beau Bichette, tout le monde l'envoie sous d'autres cieux. Tous les informateurs qui connaissent un peu la game disent que ce gars-là s'en va et qu'il ne veut pas signer. Il a connu une mauvaise saison. Il s'est blessé. Donc, les deux gars s'en vont dans des directions qui sont complètement opposées présentement. Et là, c'est acculé au pied du mur que Beau Bichette dit à un journaliste de Sportsnet qui est payé par la même maudite poche que Beau Bichette. Ouais, j'aimerais ça rester. On le croit-tu?
Tu sais, moi, mon ton, je pense qu'il l'a donné. Là. J'ai de la difficulté à le croire, là, pour ceux qui auraient saisi, évidemment. Toi, tu le crois-tu, Beau Bichette? C'est très, très, très dur à croire, considérant la façon dont les choses se sont produites cette saison avant qu'il se blesse. L'attitude qu'il démontrait sur le terrain, ce n'était pas l'attitude nécessairement d'un professionnel qui voulait rester à Toronto. Ouais. Par contre, il y a peut-être deux choses qui ont joué dans la balance sur cette déclaration-là. Le fait qu'il était tenu à l'écart du jeu pendant une bonne période de temps, est-ce que ça l'a fait réfléchir? Est-ce que ça lui a remis un petit peu les idées en place? Ça n'allait pas bien cette saison. Donc, peut-être que son attitude était reliée à ça. Il y avait plusieurs choses qui se passaient au sein de ce vestiaire-là. Donc, ça, c'est une chose. Et le fait que Vladimir performe à un niveau inespéré depuis quelques mois. Là, comme tu l'as dit, là, Vladimir est passé devant, puis on dirait que Beau Bichette est en train de s'accrocher un petit peu à ça, veut rester avec Vladimir, veut former le duo qui pourrait éventuellement amener un championnat à Toronto. Donc, je pense qu'il y a plusieurs aspects dans cette situation-là. Est-ce qu'il est en train d'un petit peu sauver sa peau pour rester à Toronto dans une optique où on va donner la lune à Vladimir puis que lui va se contenter de peut-être un petit peu moins, je ne le sais pas. Mais présentement, c'est Vladimir all the way, puis on parle presque plus de Beau Bichette à part cette déclaration-là. Aspect à considérer aussi, je ne sais pas si tu as vu les propos de Francisco Lindor sur Arjun Nimmala, qui est un des gros espoirs des Blue Jays, choix de premier tour en 2023. Il est en train de tout casser présentement dans le Haut-Fort en Floride. Logiquement, cet espoir-là devrait commencer la prochaine saison dans le 2A. Tu sais comme moi qu'un espoir qui commence la saison dans le 2A peut la terminer dans le 3A, peut la terminer dans les majeurs aussi, mais tu sais, je veux dire, logiquement, un gros espoir comme ça peut la terminer dans le 3A. Si tu es en 2025, que Beau Bichette performe pas à la hauteur de ce que les Blue Jays espèrent, qu'il a une bonne valeur sur le marché, que tu apprends qu'il ne veut vraiment pas rester à long terme, que le club ne performe pas, puis que Tony Mala qui est en bas, tu te dis-tu, ça vaut-tu la peine de donner 200, 250, 300, peu importe combien ça va prendre pour garder Beau Bichette, quand tu as un gars comme ça qui, selon Francisco Lindor, peut donner le visage des Blue Jays un jour. Tu sais, ça fait partie de l'équation aussi. S'il n'y avait pas de relève en bas, tu dirais, bon, c'est une chose. Là, les Blue Jays croient beaucoup en Arjun Nimmala, puis je ne suis pas en train de te dire que demain matin, il va le remplacer. Non. Mais si ça continue à ce rythme-là, forcément, ça fait partie de la discussion. Parce que si tu peux sauver plusieurs centaines de millions de dollars pour un arrêt-court, tu vas le faire. Et la preuve, même les Yankees l'ont fait. Dans les 2-3 dernières saisons mortes, combien d'arrêts-courts ont paradé sur le marché de l'autonomie qui étaient pratiquement tous intéressés par les Yankees parce que tout le monde est intéressé par les Yankees. Puis on a décidé de croire en Anthony Volpe. Pour l'instant, défensivement, ça fonctionne. Offensivement, de la difficulté à prendre son air d'aller. Mais les Yankees continuent de croire en ce gars-là. Donc peut-être que c'est une stratégie similaire qui va être prise par les Blue Jays si Nimmala continue à performer dans le baseball mineur. Oui, c'est vraiment pas fou. Puis dans le cas de Volpe, il ne faut pas oublier qu'il a 23 ans. Là, il est encore très jeune. On a bâti autour de lui dans le sens qu'on a vraiment misé sur ses capacités à s'établir comme le joueur d'arrêt-court de la franchise. Ça pourrait être la même chose à Toronto. Puis même à la limite, on pourrait déplacer Bichette au deuxième coussin, mais est-ce qu'on va lui donner un gros contrat pour qu'il puisse évoluer au deuxième but? Je ne pense pas. Donc, les décisions vont peut-être se prendre par elles-mêmes. Puis là, Bichette, il voit peut-être justement toutes ces choses-là en train de se placer. Puis là, il y a des jeunes qui sont capables d'évoluer au niveau des majeurs, à l'avant-champ, qu'on est en train de tester présentement, qu'on va tester au camp d'entraînement. Donc là, il voit cette profondeur-là qui est en train de s'installer à Toronto. Peut-être pas pour gagner un championnat, mais quand même des joueurs qui sont capables d'évoluer au niveau de la MLB. Donc là, il a peut-être senti le besoin d'affirmer son appartenance à Toronto, mais ça ne veut pas dire qu'il ne quittera pas cet hiver. Ça, j'y crois moins, mais ça ne veut pas dire qu'il ne quittera pas d'ici la prochaine date limite des transactions non plus. Exact, ça c'est possible. Si les Blue Jays sont dans le coup, ce qui est le plan de l'organisation, ben, s'ils commencent l'année à Toronto, c'est dans le plan de la terminer. Mais évidemment, un plan, ça peut changer. Là, on l'a vu cette saison. Oui. Puis de toute façon, surtout un plan auquel on a de la difficulté à croire à la base. Là, en tout cas, on ne reviendra pas là-dessus pour une millième fois, mais bon. William qui nous mentionne ici, Bichette veut simplement faire monter les enchères à son endroit. Il veut probablement voir si les partisans vont se ranger derrière lui ou non. Je pense que les partisans vont toujours être un peu derrière lui, mais comme on le dit depuis tantôt, ils sont un peu moins qu'ils l'étaient. Si j'avais dit un an, pensons à échanger Beau Bichette, je me serais fait lancer des tomates. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le suggèrent.
Puis ceux qui ne sont pas nécessairement pour l'échanger, ben, ils comprennent quand même d'où ça vient. Fait que, il y a eu, je sais qu'il y a eu l'effet du temps qui passe aussi. Tu t'approches de l'autonomie, il n'y a toujours pas signé à long terme, c'est un aspect. Mais les circonstances dans la dernière année ont changé. Je me souviens, Sébastien, d'il y a, en fait, la dernière saison morte, le journaliste Scott Mitchell de TSN qui couvre les Blue Jays à Toronto avait tweeté: je ne serais vraiment pas étonné le jour où Bo Bichette changera d'adresse. Puis ça avait fait vraiment, vraiment jaser. Puis c'est comme la première fois qu'on a compris qu'il y avait un petit quelque chose quand même qui se passait. Son tweet vieillit bien quand même parce qu'aujourd'hui, il dirait la même affaire, puis on dirait, ben oui, évidemment. Oui. Fait que la perception des partisans à son endroit a changé quand même. Oui, exactement. Puis il y a une façon de faire monter les enchères, c'est de performer sur le terrain. Oui, on veut avoir l'appui des partisans derrière nous, mais présentement, les partisans sont totalement derrière Vladimir Guerrero. Beau Bichette, on a vu son attitude, on a vu qu'il y avait de la difficulté à performer cette saison. Donc, on n'est pas en train de l'oublier, mais il a comme été relégué au deuxième degré. Il est vraiment derrière Vladimir. Présentement, on n'en a que pour Guerrero Junior. Donc, comme je l'ai mentionné, il y a une façon de revenir à l'avant-plan, puis c'est de performer, puis c'est de performer dès le camp d'entraînement pour établir les bases, puis commencer de la bonne façon, parce qu'il ne l'a pas fait cette année, puis il n'a pas été capable de sortir de ces difficultés-là. Il y a David ici qui nous mentionne que tout est une question d'attitude dans le dossier de Beau Bichette. Et Sébastien, mon père, qui est d'accord avec toi, si Bichette demeure à Toronto, lui aussi, il le placerait du côté du deuxième coussin. Ça, c'est dans un monde idéal, évidemment. Ceci étant dit, on sait que, bon, tu sais, de dire un arrêt court comme ça, tu te promènes dans Toronto, puis il y a des affiches de Beau Bichette, puis c'est pas marqué joueur polyvalent d'avant-champ, c'est marqué joueur d'arrêt court des Blue Jays. C'est sûr que cet aspect-là qui serait plus compliqué, mais on est tous d'accord que sur papier, là, le mettre au deuxième but, là, ce serait probablement la chose à faire. David qui nous mentionne aussi que Vlad le dit haut et fort qu'il veut rester avec les Blue Jays, puis il l'a répété à plus d'une occasion. Beau Bichette l'a dit une fois, puis c'était cette semaine, donc c'est la première fois qu'il l'a dit qu'il voulait rester, mais il l'a dit qu'il voulait rester s'il voulait gagner, puis si c'était pour gagner avec Vlad. En fait, il a dit qu'il voulait rester avec Vladimir, et après qu'il voulait gagner avec les Blue Jays. Mais à la base, il a dit avec Vlad. Fait que si Vlad est échangé aux Pirates de Pittsburgh, ils ont mieux de faire de la place à la réco. Non, ils l'ont déjà fait, la place à la réco, Oui. avec O'Neill Cruz en plus. Tiens, si le propriétaire n'était pas super cheap, il pourrait dépenser 500 millions sur les deux gars. Et voilà, on vient de régler le cas des Pirates pour les prochaines années. C'est ça. Fait qu'il Mais, ferait comme les Rangers du Texas qui ont signé, Vlad joue pas au oui, deuxième but, mais qui ont signé un milieu d'avant-champ à 500 millions puis qui ont gagné la Série mondiale 2 ans après. exactement. Donc, les Pirates vont gagner la Série mondiale dans 2 ans. Écoute, s'ils signent les deux gars, évidemment. Oui, OK, Là, t'as d'accord. Paul Skeens. Mais tu sais, Paul Skeens va faire 800 000 encore. Il sera même pas admissible à l'arbitrage dans 2 ans. Non, non. Est-ce qu'il va être encore là ou sur la liste des blessés? Ça, on ne le sait pas. Ah, je pensais que tu allais dire échanger parce qu'à 800 000, ils Ah vont le non, ben garder. là, oui, Mais là, qui c'est tombe dans ça. les 9 chiffres, là, dans les Oui. 7 chiffres, là, oublie ça. Là. Dans les 9 chiffres, il va être Bonsoir, parti plus longtemps. il est parti. Oui, C'est ça. mais pour revenir à Bichette, Bichette a dit qu'il voulait rester après avoir dit qu'il ne serait pas surpris de changer d'adresse lui aussi. Scott Mitchell l'avait dit, mais lui aussi il l'a dit. Fait Ouais. qu'on n'est pas trop sûr là, de ce qui se passe dans sa tête. William ici qui nous mentionne: si Bichette veut rester, les Jays doivent le signer. L'an dernier, il a été le frappeur le plus constant des 3 dernières saisons. On oublie dans le cas de Bichette que c'est vrai, en 2021, c'est le gars qui a frappé le plus de coups sûrs dans la Ligue américaine. En 2022, c'est le gars qui a frappé le plus de coups sûrs dans la Ligue américaine. 2023, non, parce qu'il y a eu une blessure là, qui a fait quelques blessures qui lui ont fait manquer quelques semaines, pas autant que cette année. Mais c'est vrai qu'il a toujours été constant jusqu'à cette saison. Moi, j'ai l'impression, que tu me diras ce que tu en penses, c'est pas son talent qu'on remet en doute. Tu sais, pour moi, dans ma tête, Beau Bichette a une mauvaise saison, ça arrive. Le timing est plate, mais ça arrive. Ce que je remets en doute, c'est un petit peu comme le disait David tantôt, tout est une question d'attitude dans son cas. Parce que son talent, oui, il a de la misère à effectuer des relais de la réco, mais sinon, c'est un joueur que tu veux dans ton équipe. Là. Ah, certainement. Puis, c'est un champion frappeur en devenir ou presque. Il a passé Oh, ouais. près d'être champion frappeur dans la Ligue américaine. Donc, Oh, tu ouais. veux compter sur ce genre de frappeur-là qui se rend sur les buts, qui frappe la balle au champ opposé, surtout si tu le places devant Vladimir dans le rôle offensif, ce qui n'a pas été le cas cette année. Est-ce que ça fait partie de l'explication pourquoi Beau Bichette a eu un mauvais début de saison? Peut-être. Ce n'est pas la seule raison, mais ça peut en faire partie. Mais tu vas avoir un frappeur de cette trempe-là dans ton alignement à une seule condition, qu'il veuille être dans cet alignement-là puis qu'il joue avec cette attitude-là. Cette année, ce n'est pas ce qu'on a vu. Dans les années passées, on ne peut pas vraiment blâmer Beau Bichette pour son attitude. On le blâmait pour son jeu défensif en grande partie, mais son attitude, ça allait quand même bien. Cette année, ben,
n'y a rien qui allait à Toronto. Donc, est-ce qu'il est embarqué dans ce marasme-là? Peut-être. Là, il va falloir le voir avec la bonne attitude au prochain printemps. Mais ça, ce que tu viens de dire, c'est un bon petit pont vers la question de Jean-Michel ici. La question, c'est est-ce que dans Guerrero ou dans Bichette, est-ce qu'on a un vrai leader pour gagner un championnat? Puis la question est intéressante parce que je vais prendre la balle au bon puis jouer à l'avocat du diable un peu. L'an passé, Guerrero Junior en série, il avait été fâchant. Tu sais, quand il avait regardé les nuages passer contre le Minnesota puis qu'il s'était fait épingler sur les buts, c'était fâchant. Puis on se demandait justement, c'est exactement la question que Jean-Michel vient de nous poser. Est-ce que c'est un vrai leader pour gagner un championnat? Au mois d'avril, quand le club était encore dans le coup, il y a eu un début de saison difficile. Tu sais, est-ce que là, c'est juste un marasme, puis la saison est terminée, puis il met des chiffres sur le tableau? Fait que c'est une question qu'on doit se poser aussi. Tu sais, d'un côté, les Blue Jays ne peuvent pas se permettre de l'échapper, mais d'un autre, à quel point tu donnes du poids à ces arguments-là? C'est vrai pour Guerrero, c'est vrai pour Bichette. C'est des grosses questions qui doivent se poser, des questions un petit peu plus philosophiques quand même du côté de l'organisation. Ben, pour moi, pour répondre à la question, ni l'un ni l'autre est un vrai leader pour remporter un championnat. Je ne dis pas que tu n'en as pas besoin pour remporter un championnat, mais je ne pense pas que ce genre de joueur-là soit le leader ou les leaders que tu as besoin. Il n'y a pas d'Aaron Judge là-dedans. Il n'y a pas de vrai capitaine qui va t'amener jusqu'au bout par son leadership. Ils peuvent les amener jusqu'au bout par leur coup de bâton. Pas vraiment par leur jeu défensif, mais surtout par leur coup de bâton. Donc, quand on est allé chercher George Springer, on pensait qu'on avait ce genre de leader-là qui aurait pu regrouper les troupes puis les amener au prochain niveau. Ça n'a pas été le cas. Je ne crois pas que George Springer soit le vrai leader qui peut amener un club aussi loin qu'il peut aller. Mais ça va en prendre un. Si on veut gagner l'an prochain, comme on essaie de nous le faire croire, ça va prendre un leader comme ça dans l'équipe. Est-ce que ça va être sur le marché des joueurs autonomes ou sur le marché des transactions qu'on va aller le chercher, je ne le sais pas, mais ça va en prendre un parce que présentement, on n'en a pas, puis on l'a vu cette saison. Je vais tourner le fer dans la plaie de façon tout à fait inutile, mais est-ce que le leader dont les Blue Jays avaient besoin, il est parti au Texas entre la saison 2021 et 2022? Tu sais, c'était-tu Marcus Semien qui. Je sais pas. C'est très dur à dire, mais d'après moi, Semien n'y nuit pas dans un club, ça c'est sûr. Non, ça doit pas. Question de Cédric. Comme il est question de Bichette, pensez-vous que son prochain contrat sera basé sur ses bonnes performances des 2 bonnes années ou sur le fait qu'il a été blessé dans les 2 dernières années qui va rendre son contrat un petit peu plus à la baisse, que ce soit à Toronto ou ailleurs? Je pense que c'est un mélange des deux, mais j'ai l'impression, Cédric, que les équipes voient encore Beau Bichette comme un joueur qui jouait en 2021-2022, du moins qui a le potentiel de retrouver ça. Fait que, s'il s'en approche en 2025, je pense que ces dernières années vont être un petit peu plus excusées. Puis je pense qu'il y a beaucoup de DG qui vont dire ah, regarde, c'est une erreur de parcours, il s'est blessé, mais ça demeure quand même un bon joueur. J'ai l'impression que ces années 23-24 peuvent servir quand même à négocier les contrats à la baisse parce que les équipes vont prendre ce qui passe. Mais j'ai le sentiment, puis tu me diras ce que tu en penses, Sébastien, qu'on voit quand même Beau Bichette comme un joueur qui est capable de faire la différence. Ben, je pense que ça va se passer l'an prochain. Si Beau Bichette a une grosse saison, bien, on va lier cette grosse saison-là à ses 2 autres bonnes saisons par le passé. S'il y en a une mauvaise, bien, là, on va dire que ça fait 3 en ligne ou presque que ça ne va pas bien. Est-ce qu'on va prendre vraiment le risque de donner un gros contrat à un joueur qui, selon les standards de cette année, n'a pas performé selon les attentes, qui a peut-être un petit problème d'attitude? Donc, vraiment, là, la prochaine saison va être déterminante pour Bichette. On va voir ce que les Blue Jays vont décider dans son cas. Et celui qui va décider ça, c'est probablement Ross Atkins, parce que de ce qu'on comprend, les Blue Jays n'ont pas l'air de vouloir effectuer beaucoup de changements. Mais Bob Nightingale, quand même, a soulevé un scénario intéressant. Et si les Blue Jays conservaient Ross Atkins, mais pas comme DG? Je trouve ça spécial parce que tu peux pas juste tasser un gars. Parce que sinon, ce serait bien trop facile quand tu as un gérant qui ne fonctionne pas. Tu lui dis, hey, toi, si tu veux continuer d'être payé, à cette heure, tu es recruteur. Tu sais, ça ne marche pas comme ça, les contrats. Fait que moi, je pense qu'il faudrait que Ross Atkins accepte. Est-ce qu'il y aurait l'orgueil de dire, ah, je cède mon trône parce que je n'ai pas fait du bon travail, je deviendrai l'adjoint de genre James Click ou quelqu'un comme ça ou quelqu'un de l'extérieur de l'organisation? J'ai bien de la misère à croire que Ross Atkins va être autre chose que le DG ou un gars sur le chômage. Il n'y a pas d'entre-deux. Je ne le vois pas faire du recrutement pour les Blue Jays. Là. Ça n'a comme pas de bon sens. Mais moi, je veux savoir quelle information Ross Atkins détient sur Shapiro, sur un dirigeant de Rogers pour qu'on pense
le tasser de son poste, mais de le garder dans l'organisation. Tu sais, on se rend compte qu'il n'est pas capable de faire le travail, mais on va y trouver quelque chose parce qu'il est fin. Ross, c'est un bon gars, là, il est fin. On va y trouver un petit spot quelque part. Là. Il va peut-être être à la télévision chez Rogers, peut-être, on ne le sait pas. Tu sais, tout est possible, mais il va avoir quelque chose. On ne laissera pas les mains vides. Je comprends pas. Non. Mais et puis la question est bonne, surtout pour Shapiro, parce que Shapiro, il était avec à Cleveland, Oui. il l'a amené à Toronto, puis il le garde à Toronto. Fait que ça, c'est peut-être une bonne question. D'après moi, l'information à date de longtemps. Oui, je pense qu'il s'est passé quelque chose à Cleveland, puis on le sait Oui. pas. C'est la théorie la plus plausible qui explique le downfall des Blue Jays de 2024. Ce qui se passe à Cleveland reste à Cleveland. C'est ça. Écoute, en parlant de Cleveland, sortons un peu de Toronto, puis allons pas nécessairement à Cleveland, mais allons voir qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le baseball majeur. Est-ce que Shohei Ohtani est le pretty boy du baseball majeur et est-ce que c'est la raison pour laquelle il va gagner le MVP? Explique-nous. Mais c'est quoi cette déclaration-là de Big Papi, de David Ortiz? Un mot, 3 syllabes. Jalousie. Je comprends pas le besoin de s'exprimer de la sorte pour diminuer les performances d'Ohtani comme frappeur de choix. Puis s'il y en a un qui sait ce que c'est être frappeur de choix dans le baseball majeur, c'est David Ortiz. Oh, je le choisirais. Oui, moi aussi. Mais à mon souvenir, d'après moi, il ne volait pas beaucoup de buts. Non. 50 buts, il a peut-être volé ça en carrière. Là. Puis, Peut-être. encore là, même On pas est proche. généreux. Hein? Oui, c'est ça. Donc, de diminuer les exploits d'un gars qui va faire un 50-50 dans les prochains jours, parce que, tu sais, moi, je m'attendais à ce que ça soit peut-être le 25 septembre, mais c'est incroyable ce qu'Ohtani est en train de mettre comme chiffre au tableau. C'est ridicule. Mais là, tu as Big Papi qui, comme tu l'as dit, est jaloux comme pas un, qui sort dans les médias pour diminuer ses performances. Je comprends pas. Puis, tu sais, pourquoi avoir ce besoin-là de diminuer l'autre alors qu'on est en train d'assister à un événement historique? Il est en train de créer le club des 50-50. Puis tu as un ancien joueur qui est au temple de la renommée, qui n'a rien à prouver, qui va de ce genre de déclaration-là. Bizarre. Non, c'est ça. Parce que, tu sais, Big Papi, il ne jouait pas défensivement, ou du moins une fois de temps en temps, il jouait au premier but, mais il est vraiment reconnu comme un frappeur de choix. Il n'était pas rapide. Tu sais, il faisait vraiment juste frapper. Puis il faisait bien, là, qu'on s'entend. C'était un des frappeurs les plus craints de sa génération et plus encore. Mais, tu sais, des propos comme ça, on dirait que ça démontre une certaine jalousie qu'il n'y a jamais de frappeur de choix qui a gagné le MVP. Tu sais, évidemment, Ohtani l'a gagné dans les dernières années, mais accessoirement, il était aussi lanceur. Là, oui, c'est ça. Un petit peu la donne. Là. Cette année, il est vraiment, vraiment juste frappeur de choix. À moins que, tu as vu ce que Dave Roberts a dit, puis en parlant de Dave Roberts, je ramène le petit bobblehead ici. Oui. Attends, avant que tu poursuives, tu peux-tu nous expliquer dans quel contexte ce bobblehead-là a été donné? Oui, c'est les Red Sox qui ont décidé d'honorer dans les dernières semaines Dave Roberts, un match auquel j'ai assisté au Fenway Park. Puis évidemment, ben, au lieu de l'honorer dans un match contre les Dodgers, ils l'ont fait dans un match contre un rival de division, là, tu sais ce qui se tient. Mais non, en fait, je voulais parler du fait je voulais parler d'Ohtani, mais j'ai décidé de plugger Dave Roberts juste pour sortir le bobblehead, là, parce que je sais que c'est un beau souvenir pour toi. Là. Tout ça pour dire, Dave Roberts a ouvert la porte à ce que Shohei Ohtani lance en relève en séries éliminatoires. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il lance cette saison. Évidemment, il n'a pas le temps de revenir comme partant, même si Dieu sait que les Dodgers en auraient besoin. Oui. Ils savaient à quoi s'attendre, mais ils ont quand même payé 700 millions pour un lanceur sur la liste des blessés. Les Dodgers, ce serait spécial de voir Shohei Ohtani. Imagine, là, première apparition sur le monticule de l'année, première apparition sur le monticule sous les couleurs des Dodgers. Comment ça arrive? 9e manche d'un match numéro 7 de la Série mondiale. On rêve, là. On rêve, là. On rêve, oui. Sauf que Mike Trout apparaîtrait pas de l'autre côté du bâton. Non, c'est ça, on n'est pas à la classique mondiale. Non. Mais c'est ça que Robert se dit. Si j'avais à écrire un livre ou un film, c'est de cette façon-là que ça se terminerait. Puis c'est pas impossible. Parce que oui, Ohtani pourrait lancer en provenance de l'enclos de relève en séries éliminatoires. Mais il ne faut pas oublier que ça fait un an qu'il n'a pas lancé. Puis là, il va être
si jamais Robert, c'est l'organisation des Dodgers, le plaçait dans cette situation-là, ben le stress durant une manche de séries éliminatoires, alors que le match est sur la ligne, tu ne peux pas simuler ça dans l'enclos de relève, dans une session d'entraînement. Tu peux juste pas. Donc, est-ce que le risque en vaut la chandelle? Je ne suis pas sûr. Mais si jamais tu es à court de ressources, tu es en série mondiale puis tu as besoin d'un bras, bien, rendu là, peut-être qu'ils vont prendre le risque. Ça serait vraiment drôle, par exemple. Ça serait le fun à voir, mais je pense que ça n'arrivera pas. J'ai l'impression que les Dodgers vont préférer envoyer un releveur qui a du vécu cette année, disons. Kevin Biggio, là. Des Air Miles, il y en a cette année, lui. Toronto a été DFA. Là, après ça, échangé aux Dodgers. Les Dodgers le ramassent pendant une couple de semaines. DFA. Libéré. Signe un contrat des mineurs avec les Giants. S'en va jouer à Sacramento, donc dans le 3A, prendre un petit peu d'expérience dans un stade dans lequel il pourrait jouer l'an prochain s'il affronte ou il joue pour les Aces. Pas en série, pardon. Et là, finalement, les Giants qui l'échangent aux Braves vont jouer un petit peu à Gwinnett. Oui. Et là, finalement, les Braves le rappellent. Lui, à la fin de l'année, là, il va se dire, mais c'était quoi cette année-là? D'habitude, des fois, j'allais à Buffalo puis c'était tout. Là, cette année, là, ça a été dépaysement total, 4 organisations, 3 clubs dans le baseball majeur. Là, il a compris qu'il devenait un journeyman, le Kevin Biggio. Oui, c'est ça. C'est des air miles puis c'est des vies aussi parce qu'il est en train de. Tu sais, on dirait qu'il scrape un petit peu chacune de ses chances qu'il y a des organisations qui sont en plein cœur d'une course aux séries lui donnent. Là. Les Braves d'Atlanta présentement sont hors du portrait des séries. Ils sont en train de se battre avec les Mets de New York. Puis qui on va chercher, c'est Kevin Biggio. Mais là, il faut que Kevin Biggio se lève. Là. S'il ne l'a pas fait cette saison dans les 42 organisations où il a joué, là, c'est sa dernière chance dans le sens que si tu ne le fais pas au mois de septembre, dans une course à la dernière place qui donne droit à une participation aux séries éliminatoires, bien, il ne le fera jamais, Kevin Biggio. Donc, tu sais, c'est un petit peu la dernière chance. Puis quand tu es rendu à aller chercher Kevin Biggio, quand justement tu es au sein d'une course aux séries, mais ça démontre que tu as vraiment un manque de profondeur. Dans le cas des Braves, là, on le comprend, là, c'est les blessures qui ont vraiment miné ce club-là. Mais quand même, tu donnes une chance à un gars qui, par le passé, a déjà réussi à faire le travail, mais qui ne l'a pas fait dans les dernières années, qui ne l'a pas fait cette saison. À un moment donné, il faut qu'il profite de sa chance, puis c'est la dernière. Il y a Jean-Michel ici qui nous demande, Biggio a-t-il été une seule fois placé dans une position pour avoir du succès, par contre, dans une seule de ses organisations? Moi, je pense qu'à Toronto, les 2 premières années, oui, parce qu'il jouait beaucoup au deuxième but. Tantôt, on a fait allusion à Marcus Semien avec les Blue Jays, puis je pense que c'est là que ça a cassé. Quand on a été chercher Semien, puis qu'on a dit à Biggio, tu n'es plus un joueur de deuxième but, tu es un joueur qui va devoir se trouver un domicile ailleurs, bouger, aller jouer au troisième but, puis on l'a vu, c'est pas un joueur de trois. Il peut te dépanner un match, une coupe de manche au troisième but. Il ne peut pas être un joueur de troisième but. Donc, moi, je pense que c'est peut-être là qu'il a cassé. Mais tu as raison. Là, cette année, il a gâché quand même plusieurs de ses opportunités. Puis c'est toujours la même chose. Il a son bâton sur l'épaule, il a 2 prises, puis là, il garde son bâton sur l'épaule, puis là, il a 3 prises. C'est toujours ça. Il ne s'élance pas sur les troisièmes prises. Mais il va falloir qu'ils prennent des risques. Puis, oui. je vais faire la comparaison avec Jazz Chisholm Jr. Il n'y a pas de comparaison entre les deux joueurs. Non, mais Chisholm, non. Tu peux faire plus que pas y penser. J'ai vraiment hâte de voir où tu t'en vas avec ça. Ben, c'est juste qu'il n'avait jamais joué au troisième but. Tantôt, tu as dit qu'il a cassé quand il s'est fait sortir du deuxième but. Bien, un joueur professionnel, un joueur des majors, il doit trouver une façon de se relocaliser au sein de la défensive du club avec lequel il évolue. Chisholm n'avait jamais joué au troisième but, il est arrivé là, il a fait le travail. On n'avait pas d'autres trous vraiment pour lui. C'était ça ou rien. J'exagère un petit peu, mais c'était quand même ça. Biggio n'a pas été capable de trouver le moyen d'avoir une place dans un alignement du baseball majeur. Oui, c'est peut-être pas un joueur excellent défensivement aux autres positions que sa position à lui, mais tu dois trouver un moyen de te démarquer pour rester dans un club des majeurs. J'ai hâte de voir la suite. Moi, ma prédiction, c'est que durant l'hiver, il va signer un contrat des mineurs avec une invitation dans un camp des majeurs. Je ne pense pas qu'il va avoir un contrat des majeurs placé sur un plateau d'argent. Non.
J'ai une petite prédiction d'équipe, moi. Tantôt, j'ai parlé des Aces. Je pense que c'est le genre d'équipe qui pourrait prendre une chance, mais restons dans cette division-là. Je pense que Papa Craig, il va peut-être pousser un petit peu sur ses Astros là, pour lui donner une chance. Peut-être, peut-être. Ben, tout va dépendre aussi Mm. de ses performances d'ici la fin de la saison. Imagine-toi un scénario où les Braves font les séries. Puis, je ne sais pas si tu te rappelles, quand les Braves, dans les dernières années, ce n'était pas nécessairement les gros joueurs qui les ont amenés jusqu'au bout, jusqu'en série mondiale. On avait des joueurs qui sortaient un petit peu de nulle part, qu'on avait acquis, puis qui ont fait le travail à un moment opportun. Imagine-toi si Biggio sortait de nulle part puis était le héros durant la fin de saison, peut-être même au mois d'octobre, mais là, ça peut changer la donne pour la prochaine saison. Sinon, mais ton scénario est également bon. On va peut-être prendre une chance avec les Astros, mais ça va être la même chose. Je ne vois pas un scénario où Biggio va vraiment s'établir comme un joueur de tous les jours dans le baseball majeur. La seule affaire, je me demande, par exemple, de ton scénario, il a signé après le 1er septembre, je crois. Fait que je ne suis pas sûr qu'il est éligible pour les séries à Atlanta. C'est vrai, tu as raison. Ouais. Il serait là pour la course. Mettons que dans le dernier match, je vais me corriger, là, dans le dernier match, je pense que c'est le 29 septembre, là, si je ne me trompe pas, là, qui frappe une longue balle, qui propulse les Braves en série. Mais peut-être qu'on va y repenser, mais sinon, tu as raison, c'est vrai qu'il ne sera pas sur l'alignement d'Atlanta. Mais tu sais quoi? Je veux pas être le seul à te lancer sous l'autobus. Je vais me lancer aussi sous l'autobus. Je vais me corriger. Je pense pas qu'il va signer avec Houston. Son père, là, il est beaucoup trop cartésien pour proposer une signature comme celle de Calvin Biggio. Ce monsieur-là, pour le meilleur et pour le pire, n'a aucune émotion. Non, puis s'il regarde les statistiques avec son peu d'émotion, ben 1 plus 1, ça va faire non, lui, il n'est pas bon. Ouais. Fait que non, je pense pas qu'il va mettre son point sur la table pour son gars à ce niveau-là. Je retire donc ma proposition des Astros de Houston. Et s'il signe là-bas, j'en prendrai pas le crédit. Non, il faudrait que tu le prennes quand même parce que tu l'as bien sorti, là. Non, je me retire de cette proposition-là. OK, Je me d'accord. Regarde, désigne. ça ne me tente pas de me pogner un soir. Ça me tente tout le temps de te pogner. Il y a mon père qui mentionne que Biggio et Jazz, à qui tu faisais allusion tantôt, n'ont pas exactement le même caractère et le désir de vaincre. J'avais hâte de voir où tu allais aller. Je n'avais pas pensé au côté défensif parce qu'on dirait que j'avais encore le côté offensif. Puis c'est pour ça que j'étais vraiment curieux de savoir qu'est-ce que tu allais proposer avec Jazz Chisholm Jr. Mais écoute, tu parles de Jazz. On va faire un petit tour dans le Bronx, un peu voir ce qui se passe. La malédiction de la patte patrouille. Depuis qu'Aaron Judge a été présenté dans un épisode de la patte patrouille, les pères et mères de jeunes enfants comprendront, ou s'il y a des enfants qui nous écoutent, comprendront les références à la patte patrouille, cette émission ça remplace les Teletubbies de quand j'étais jeune, je sais pas. Aaron Judge a fait une apparition avec son chien, si je me trompe pas, dans un épisode de la patte patrouille. Ça fait à peu près 2 semaines. Et depuis ce temps-là, ça coïncide jour pour jour avec le moment où il a décidé de ne plus être capable de frapper des coups de circuit. Donc, on appelle ça, Sébastien, la malédiction de la patte patrouille. Oui, je savais de barrer la patte patrouille de ma maison là, parce que là, présentement, là, ça ne fit pas. Là. Là, je ne peux pas avoir la patte patrouille puis Aaron Judge qui ne frappe pas, ça ne marche pas. Donc, ça va être un ou l'autre, c'est la patte patrouille qui va écoper, on s'entend? Je comprends, bien évidemment. Non, mais on a eu la malédiction du Bambino. Là, présentement, c'est la malédiction de la patte patrouille. C'est la même envergure. Tout aussi noble. Oui, tout aussi noble. Mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est difficile pour le juge. Puis c'est vraiment spécial parce que c'est pas nécessairement parce qu'il ne reçoit pas de bons lancers. Les lanceurs adverses l'affrontent, mais il y a vraiment un petit quelque chose qui cloche présentement dans son élan. Il n'est pas capable d'avoir le timing qu'il a eu tout au long de la saison, sauf le premier mois de la campagne. Donc, ce n'est pas nécessairement inquiétant. Je n'ai pas d'inquiétude que ça va revenir. Par contre, le temps commence à presser. On s'approche des séries éliminatoires. On est en pleine course au championnat de la section S de la Ligue américaine. Donc, on va avoir besoin des run Judge. Juan Soto aussi, c'est un petit peu plus difficile en même temps que Judge. Donc, le timing n'est pas nécessairement bon en ce moment. Par contre, il y a d'autres joueurs qui compensent pour les dernières semaines où Judge connaît des difficultés. Mais je ne suis vraiment pas inquiet que cette malédiction va être reléguée au second degré dans probablement quelques jours. Probablement. Ça n'arrive pas trop des longues séquences où Judge ne catapulte pas. En fait, quand ça arrive, c'est qu'il est blessé. Oui, mais ça, par contre, ça peut être une inquiétude.
est-ce qu'il est blessé? Puis on nous le cache pour l'instant, ce qui serait normal de le cacher parce qu'on ne veut pas divulguer ça au grand jour à l'aube des séries. Mais ça pourrait être la seule inquiétude. S'il est en santé, ça va revenir. S'il ne l'est pas, ça, c'est un autre dossier. Puis, ce ne serait pas étonnant qu'il soit blessé parce que, ce serait pas étonnant. C'est un gars qui est propice aux blessures. Puis 2, il joue au champ-centre cette année. On le rappelle, c'est dur de jouer défensivement au champ-centtre pour un gars de sa carrure. Les Blue Jays le savaient. Les Yankees le savaient. Les Blue Jays le savaient aussi. Sûrement, là. Les Red Sox. Hey, sais-tu qui le savait aussi? Dave Roberts. Dave Roberts, oui. Tout le monde le savait. Puis les Yankees ont pris cette décision-là quand même. Ce qui est correct parce que c'était la chose à faire si tu voulais avoir Juan Soto, si tu voulais avoir Giancarlo Stanton dans ton alignement. Mais ça se peut qu'il soit fatigué à ce point-ci de la saison aussi. L'affaire que les Yankees devraient probablement faire, mais il est moins à l'aise dans le champ gauche, c'est de l'envoyer dans la gauche. Et il y a un Martien qui est débarqué sur Terre. Hein? Il est arrivé dans le Bronx. Lui, il joue dans le champ gauche. C'est un gars, là, corrige-moi si je me trompe, c'est un champ-centre. Il est très capable de jouer dans le champ-centre. Dans un monde idéal, il faudrait peut-être les inverser. C'est un vrai champ-centre. Ce qui me fait penser que Judge n'est pas blessé, c'est que cette semaine, Judge était dans le centre et Dominguez était dans la gauche. Donc, s'il y avait une blessure, j'ose espérer qu'Aaron Boone aurait pris la décision de placer Judge dans la gauche. Mais tu parles d'échanger Judge et Dominguez. Moi, j'irais peut-être même plus loin. Juan Soto évoluait dans la gauche avant. Je pourrais peut-être même placer Soto dans la gauche, Dominguez au centre et Judge dans la droite, où il y a moins de terrain à couvrir. Surtout si on cache une blessure. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais s'il est fatigué ou quoi que ce soit, on ne veut pas placer Juan Soto dans la gauche parce qu'au Yankee Stadium, l'allée entre la gauche et le centre est vraiment immense. Mais Juan Soto, même si ce n'est pas un joueur défensif extraordinaire, il peut faire le travail. Donc, on a plusieurs options pour Boone. Mais oui, Dominguez doit être au centre. Là. Peu importe l'option qu'on prend pour la gauche et la droite, Dominguez doit jouer au centre. Dans un monde idéal, c'est ça, parce que c'est un vrai voltigeur de centre. C'est un gars qui gagnerait à être là, évidemment. Chez les Yankees, on se bat présentement avec les Orioles de Baltimore pour le titre de la division en date de jeudi soir au moment où on enregistre. Fiche de 84-62 pour les Bombardiers, 83-64 pour les Orioles, un match et demi d'écart. Ça va moins bien chez les Orioles qui n'ont pas la saison espérée. Plus difficile sur le monticule. Et là, ils ont le caquebon un petit peu. Le moral, c'est pas facile là, du côté des Orioles qui s'attendaient à plus. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression qu'on pensait qu'on était arrivé à Baltimore. L'an dernier, on a performé au-delà des attentes. Cette année, on prend une année d'expérience. Il y a des jeunes qui arrivent. On fait quelques acquisitions. Ça va bien aller. Là, on est arrivé. On peut même aspirer aux grands honneurs. Là, on a un petit peu un réveil difficile pour les Orioles. Jordan Westburg qui est sorti, qui a dit que le moral était au plus bas, que les gars avaient beaucoup de pression, s'en mettaient beaucoup, essayaient de se sortir de cette situation difficile. Dean Kramer, le lanceur, qui a dit qu'on lui a demandé pourquoi ça arrivait. Il a dit « Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis là pour lancer. » Demandez aux entraîneurs, demandez à l'état-major. C'est eux qui placent les joueurs sur le terrain. Quelle belle déclaration. Oui, bravo. Vraiment, là, dans le contexte actuel où les Orioles, ça ne va pas bien, puis ils peuvent dire merci aux Yankees qui ne performent pas comme ils devraient, ce qui fait que la lutte est encore très serrée. Mais ils ne jouent pas bien, les Orioles. Donc, tu rajoutes de l'huile sur le feu pour Kramer, qui est un lanceur ordinaire, là, on va se le dire. Là. Ah oui? C'est pas comme si Corbin Burns avait sorti et avait fait le même genre de déclaration. Ça n'a pas le même impact. Donc, il semble avoir quelque chose. Est-ce que Brendan Hyde est vraiment l'homme de la situation comme gérant à Baltimore? On ne le sait pas, mais présentement, ça va prendre un gros mois d'octobre pour qu'on garde le gérant dans les rangs pour les saisons suivantes parce qu'on va avoir encore des bonnes formations dans les prochaines campagnes. Mais tu sais, c'est pas parce que tu n'es pas un bon gérant au mois d'octobre que tu peux pas garder ta job. Garde la preuve. T'es fatigant, là. Honnêtement, je comptais pas le ressortir, mais ça m'a comme trop tenté. Ce que je voulais te dire, sincèrement, dans un cadre beaucoup plus sérieux. Ça t'arrive d'être sincère, toi?
Non. Fait OK. que tu prends les commentaires des deux joueurs des Orioles de qui on vient de parler, comme ça, Creamer, Westberg. Tu prends Nestor Cortés qui a dit ouvertement être fâché d'aller en relève. Un Tu autre grand prends, champion, ça. tu prends Gleyber Torres qui a dit ouais, moi, ça ne me tente pas de partir du deuxième but comme ça. On dirait que dans ces deux équipes-là, ça fait comme beaucoup de joueurs qui sont comme plus ou moins investis à 100%, qui ne sont pas exactement. Tu sais, Aaron Judge n'aurait jamais dit ça. Non. Aaron Judge, là, tu lui demandes de changer de position, puis il dit ouais, ben écoute, je vais faire ce qui est le meilleur pour l'équipe. Puis Oui. si Booney, puis Kashi, puis Hall me demande. Sur un ton plate comme ça, mais le message Oui. va être parfait, puis il va faire ce qu'il faut pour l'équipe. Puis regarde, cette année, il joue dans le champ centre, puis il n'est pas écœurant dans le champ centre non plus, tu sais, mais Non. il le fait parce que c'est ce qui est le mieux pour l'équipe, parce que ça permet de garder Soto dans la droite. Puis, mais on dirait qu'il n'y a pas assez de ça chez les Orioles et les Yankees en ce moment. Oui, puis tu parles des Rangers. J'espère que le capitaine a pris Nestor Cortés à part, a pris Gleyber Torres à part, puis il leur a dit là, ça va faire. Là, vous allez prendre le rôle que Aaron Boone va vous donner, là, Ouais, puis on va essayer de gagner un championnat ensemble. c'est J'espère ça. que c'est ça qui est arrivé dans le vestiaire. On ne le saura jamais. Mais est-ce que les Orioles ont ce genre de leader-là en ce moment? Tu sais, Adley Rutschman va être un leader, mais est-ce qu'il peut faire cette job-là présentement? Je ne suis pas sûr. Mhm. Est-ce que ces deux équipes-là veulent vraiment gagner? Tu sais, on est en train de se battre pour le championnat de la section S, pour un bail en première ronde qui va être important. Oui, ça peut être difficile de revenir après un bail, mais tu ne veux pas affronter les Royals de Kansas City dans un 2-3 où ils Non, peuvent te sortir en deux avec deux excellents lanceurs, là. Tu ne veux non, non. pas aller là. Donc, le bail est important, mais on dirait qu'aucune de ces deux équipes-là veut gagner présentement. Puis ça vient peut-être de certains joueurs au sein de ces alignements-là qui, comme tu l'as mentionné, ne sont pas nécessairement investis à 100%. Il y a Jean-Michel qui se demande ici si le départ d'Austin Hayes qui a été échangé semble être difficile, Ouais. même si tu as Anthony Dominguez là, qui fait du bon travail là-bas. Est-ce que cette transaction-là, le manque d'équipes qui vendaient à la date limite, qui a forcé des transactions acheteur-acheteur pour combler vraiment besoin contre besoin, penses-tu que ça peut avoir affecté aussi à un certain niveau cette équipe-là de se dire ouais, on améliore notre enclos, mais c'est un bon voltigeur. Oui, exactement. Puis bon voltigeur, vétéran quand même, qui a de Oh, l'expérience, qui frappe dans le bas de l'alignement, mais qui fait son travail. Tu as besoin de ces joueurs-là de profondeur qui vont aller sur les sentiers, qui de temps en temps vont sortir une grosse longue balle. Dans le match où je suis allé, entre les Phillies et les Yankees, Austin Hayes a frappé une longue balle en début de match qui aurait pu changer l'allure du match. Finalement, les Yankees sont revenus, mais il y a un impact. Les Phillies ne sont pas allés chercher pour rien. non. Donc, oui, c'est une perte pour les Orioles, surtout qu'en relève, les releveurs qu'on est allé chercher ne font pas le travail présentement. La relève des Orioles, là, c'est atroce. Puis on va arriver au mois d'octobre. Souvent, c'est les enclos de relève qui gagnent des championnats. Ben, j'ai des gros doutes que l'enclos de relève des Orioles va gagner une série mondiale pour Baltimore. Puis sais-tu qu'est-ce qui arrive encore plus souvent qu'un enclos qui fait gagner? Un enclos Non, qui fait perdre. aussi, très Parce bon que point. ça arrive à plusieurs équipes par année. Ouais. Puis ça Oui, se peut très bien que les Orioles soient. C'est le fun, le baseball. Tu peux juste sortir des clichés, puis tu as raison. oui, c'est ça. Surtout que les releveurs en série, ils arrivent en quatrième manche, là, fait que Oui, c'est oui. ça, tu sais, ça fait long, là. Ouais, ouais. En cinquième, c'est un gros départ, là, tu sais. Oui, oui, c'est ça, t'es content, là. Écoute. Sébastien, on n'a pas de questions présentement à l'attente. Donc, en fait, tout seul qu'on avait, c'était en lien avec les sujets de quoi on parlait. Donc, je les ai placés en même temps. Donc, s'il y en a qui ont des questions, c'est le moment parce qu'on approche bientôt la fin de notre bloc ailleurs dans le baseball majeur. Mais il reste quand même NASCAR. un petit. Exactement. Il est 3 heures, on ferme, là, ça va être Oui, bientôt. c'est ça. Il y a quand même un petit sujet duquel je voulais qu'on parle. Les White Sox de Chicago, ils ont vu leur DG parler et ça a été là, un commentaire là, intelligent comme il s'en fait peu. Là. Chris Gates, je ne sais pas comment ça se prononce, le Ouais. DG des White Sox de Chicago, qui dit ouais, tu sais, 105, 110 défaites, on s'attendait un peu à ça. On s'alignait sur 125, je suis étonné. Hey, imagine là, te dire 110, c'est beaucoup 110. Là. 110, c'est vraiment du stock, ça arrive vraiment pas à chaque année. Puis tu sais, dire, moi, on était prêt pour 110. On était prêt pour 110. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, 110. Là, on s'enligne. Je regarde là, présentement là, les White Sox qui ont une fiche de 33, 114. Ils jouent pour 224. Donc, Ouais. ils gagnent
pas souvent. Ils gagnent 9 matchs sur 40 à peu près. Ils sont à 51 matchs et demi du sommet de leur division. Tu sais, cette division-là, tu as 4 clubs qui jouent pour au-dessus de 500. Puis la division en tant que telle est quand même à 40 matchs en dessous de 500 à peu près. Tu sais, ça n'a pas de bon sens comment les White Sox sont historiquement mauvais, mais on s'attendait à 110. Celle-là, ça m'a fait rire, puis pas pour les bonnes raisons. Non, c'est ça. Mais moi, je veux avoir ce genre de gars-là dans mon état-major. Tu sais, tu es sûr que tu peux te fier sur lui. Il n'y a personne qui va s'emballer autour de lui là, parce que lui est vraiment réaliste. Lui, il savait. Là. Il savait on va être mauvais, mais on va être mauvais rare là, jusqu'à 110. Par contre, il ne s'attendait pas jusqu'à 125 parce qu'on s'enligne probablement pour avoir 125 défaites, ce qui est extraordinaire. Là, vouloir le rendu là, faites-le. Là, ben ouais. Arrivez pas à 124. Là. Faites le 125. Rendez-vous. C'est ça. C'est un beau chiffron là, ou semi-rond. Là, il y a des mots de les mettre là. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est ça. Mais c'est quand même extraordinaire de commencer une saison en s'attendant réalistement à cumuler 110 défaites. Puis après ça, on se demande pourquoi dans le vestiaire des White Sox, l'esprit n'était pas très bon, puis il y avait des petites rivalités, puis il y avait des petits clics, puis il y avait des problèmes. Je ne sais bien pas pourquoi. Hein? Non, moi non plus, je ne sais pas. C'est vraiment spécial. Hein? Tu sais, moi, je pense que si j'étais de mauvaise foi, Sébastien, là, je te dirais que c'était de la faute de Tony La Russa. Oui. Mais comme je suis de bonne foi, je suis de bonne foi, fait que je le dirais pas. T'sais. OK. Toi, tu es de bonne foi, donc OK, je vais arrêter là, mais c'est probablement la suite de Tony La Russa pour plusieurs années. D'après moi, l'aura La Russa va durer jusqu'en 2032. Là. Ouais, ou jusqu'à temps qu'il revienne en série. Fait que 2032, c'est bon. C'est ça, exactement. Ça ne sera pas avant ça. Mais j'aimerais ça te relancer sur quelque chose. Oui. On parle des White Sox, puis tu parles des autres équipes qui jouent pour 500. Tu penses-tu que la fiche de ces 4 autres formations-là est gonflée en raison des performances des White Sox qui sont extraordinaires, là, on va se le dire. Là. Puis qui est rendu en séries éliminatoires, ça pourrait avoir un impact dans le sens que ces équipes-là, je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur place en série. Ils vont l'avoir mérité, mais est-ce qu'on aurait pu avoir d'autres clubs comme les Mariners, peut-être, qui ont certainement eu un calendrier plus difficile puis qui auraient pu se frayer un chemin en série? Ben, écoute, je vais te dire plus ou moins parce que les rivaux de division ne s'affrontent plus. Puis je ne veux pas faire mon run sur les rivaux de division, mais tu sais, j'aurais dû y passer. Mais tu sais, faire sa part, je le dis un peu en blague, mais c'est pas tant une blague. Tu sais, il y a 2 séries, mettons, entre les White Sox de Chicago et les 10 équipes qui sont dans l'américaine et qui ne sont pas dans la centrale. Il y a 2 séries, puis il y en a 4 entre les rivaux de division. Donc, c'est seulement 2 séries d'écart. Donc, c'est peut-être 6 ou 7 matchs de différence. Donc, est-ce que ça peut faire une différence? Oui, à un certain point. Mais c'est pas aussi flagrant que quand tu les affrontais 19 fois. Tu sais, 4 séries, je t'aurais dit, ça arrive quand même à chaque mois et demi. Tu sais, juste l'écart. Fait que peut-être que ça peut avoir une différence. Là, c'est une série de plus aux 3 mois. Je pense pas qu'il y a une différence si énorme que ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce cliché-là dans le baseball. Tu as raison, Sébastien, de dire qu'il existe que si tu as eu un calendrier un petit peu plus facile et que tu n'as pas été challengé en saison régulière, ben là, ça rend le tout plus dur en séries éliminatoires. D'un autre côté, en même temps, quand tu joues des matchs dans ta division, à moins d'affronter les White Sox, tu affrontes soit les Tigers, les Twins, les Royals ou Cleveland, qui sont 4 quand même bonnes équipes. Fait que je vais te répondre plus ou moins à ta question. C'est correct? Oui, non, c'est un très bon point que tu amènes. C'est sûr que c'est beaucoup moins flagrant que par le passé. Je pense que c'est les Royals qui sont 12-1 contre les White Sox, mais on va s'entendre qu'on ne veut pas affronter les Royals, même s'ils ont 12 victoires contre les White Sox. Tu ne veux pas affronter Bobby Witt Jr., tu ne veux pas affronter Salvador Perez, qui, dans la série contre les Yankees, là, il a été sensationnel. C'est un receveur. Il a joué au premier but. Je pense qu'il a 7 coups sûrs en 10 apparitions au bâton en 3 matchs. Il est capable de tout faire sur un terrain de baseball. C'est un leader en plus. Donc, tu sais, à un certain niveau, au final, probablement que ça n'aura pas tant d'impact qu'on ait affronté les White Sox beaucoup trop souvent durant la saison. J'ai vraiment l'impression que Bobby Witt Jr., c'est le genre de gars qui peut te battre. Je ne vais pas dire à lui tout seul parce que ça n'existe pas au baseball, mais qui peut te battre quasiment à lui tout seul dans une dans un match, du moins. Il peut, même si ce n'est pas un lanceur, il peut venir te voler un match en séries éliminatoires, ce gars-là. Il est franchement impressionnant.
Ah, puis t'allais dire dans une série aussi, là, pas seulement dans un match. Si durant une série de 7 matchs, il est dans sa zone, il est pratiquement. Tu peux pas le déjouer. Donc, Non. il va placer la balle en jeu, va y aller avec la longue balle, puis défensivement, encore dans la série contre les Yankees, il a fait des jeux extraordinaires. Le dernier match, ça s'est terminé sur un walk-off des Yankees, sur une balle à l'avant-champ de Chisholm, mais le jeu que Bobby Witt a fait pour créer un jeu au marbre, il n'y a pas beaucoup de joueurs d'arrêt-court qui le font. Donc, oui, dans une série, il peut faire la différence. Sébastien, on a un petit commentaire ici en parlant des White Sox. Jean-Michel qui nous dit, surtout quand tu regardes comment on a développé Colson Montgomery qui a joué à la chaise musicale dans le rôle offensif dans le 3A. Il n'y a rien qui a fonctionné. Jean-Michel, on peut parler de Colson Montgomery, c'est un bon point. On peut revenir sur Garrett Crochet qui On n'ont s'aide pas. pas échangé. Non, c'est ça. On Il s'aide pas. n'y a rien qui a fonctionné. Moi, je pense que la seule équipe, Sébastien, pas la seule équipe, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui se réjouissent des succès, mais une équipe qui paraît bien après ces commentaires-là du DG des White Sox, c'est les Mariners de Seattle. Parce que le DG, souviens-toi, l'hiver passé, avait eu la chaleur sur lui après avoir dit que sur un span de 10 ans, tu espérais gagner 54% de tes matchs. Puis il s'était fait excessivement critiquer là-dessus. Là, quand on parle de déclaration niaiseuse, là, le 54% ne veut rien dire à côté de « moi, je m'attendais à 110 ». Ça n'a comme aucun rapport. Fait que moi, je pense qu'en ce moment, il y a Jerry Dipoto qui doit faire « Ouf, merci mon homme, parce que tu m'as aidé un peu au niveau public. » Mais imagine-toi un duo de Dipoto et Getz ensemble. Là, deux gars là, qui ils regardent ça, puis il n'y a pas de surprise avec ces deux gars-là. Non. Non, puis tu sais, AJ Preller comme conseiller spécial. Oui. Ah ouais, mon homme, on y va. Sébastien, c'est ce qui met fin donc à l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois avec moi cette semaine. Toujours un plaisir. Plaisir partagé à toutes les semaines. Yes, merci aux auditeurs qui ont interagi avec nous en live et qui nous ont écoutés en live sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube jeudi à 20h. C'est toujours un plaisir de répondre à vos questions. Et merci à ceux qui nous écoutent aussi en format podcast, format un petit peu plus habituel, Sébastien. Oui, exactement. Sur toutes les bonnes plateformes de podcast, on va placer l'enregistrement dans les prochaines minutes, jeudi soir. Donc, ça va être disponible. Si vous cherchez Passion MLB, le podcast, vous allez nous trouver, en plus de notre site web où on a tous les épisodes du podcast, mais bien sûr, les articles qu'on place à chaque jour. Donc, la course aux séries s'en vient. Dans quelques épisodes, on va être en mesure de parler de séries éliminatoires beaucoup plus concrètement. Donc, on a hâte à ça, évidemment, en tant que fan de baseball. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis nous, on se dit à la semaine prochaine.